Scandale, conflit d'intérêts, collusion, à quel point la Commission européenne et sa présidente Ursula von der Leyen se sont-elles compromises avec les puissants lobbies pharmaceutiques notamment? C'est la question que s'est posée un citoyen belge qui a osé attaquer la dirigeante européenne en justice. À l'origine de sa plainte, il y a ces révélations du New York Times qui dévoilait en 2021 l'affaire des SMS échangés entre Ursula von der Leyen et le patron de Pfizer, Albert Bourla. Le laboratoire pharmaceutique américain était alors le plus gros fournisseur de vaccins anti-Covid commandés par l'Union européenne. Et le New York Times nous apprenait que l'échange avait eu lieu au moment des négociations du 3e contrat de livraison de vaccins par Pfizer. Un accord sur 1,8 milliard de doses qui avait rapporté 35 milliards d'euros à la firme pharmaceutique et qui nous montre le visage d'une Union européenne gangrénée par les lobbies au détriment des intérêts des citoyens européens. Frédéric Baldan est ce citoyen belge que j'ai mentionné précédemment, journaliste lui-même. Il a été lobbyiste européen. Il a publié cet ouvrage « Ursula Gates, la compromission par les lobbies » aux éditions Droit et Liberté. Un ouvrage où il raconte comment certains groupes d'influence, parfois discrets, parfois omnipotents, orientent l'agenda politique au détriment de la transparence et de l'intérêt général. Lui qui a été le premier plaignant dans ce qu'il convient d'appeler aujourd'hui le SMS Gate, est l'invité de cette seconde partie de Toujours Debout. Bonsoir Frédéric Baldan. Bonsoir. Alors, un mot tout d'abord sur les derniers développements de votre plainte pénale. Vendredi dernier, le 6 décembre, la Chambre du Conseil de Liège a examiné donc cette affaire auprès du parquet de Liège cette affaire à l'encontre d'Ursula von der Leyen, affaire reportée sine die, je le précise. Vous avez également été auditionné la semaine dernière. Qu'est-ce qui est ressorti de cette semaine d'audience? Alors, je dois quand même juste préciser pour ne pas que les gens soient induits en erreur. Donc, je ne suis pas journaliste, je suis toujours lobbyiste radié, comme je suis aujourd'hui. Donc voilà, pour être sûr. Je suis radié, donc je ne le suis plus, pour être clair. À cause de vos propos et de vos actions contre la Commission européenne? Tout à fait. Donc, c'est quelques mois après, en fait, avoir déposé plainte au pénal, après une conférence avec l'élue française Michel Rivasi au Parlement européen, j'ai fait l'objet, en fait, d'un contrôle qualité de mes données. J'ai été radié d'une manière très surprenante et illégale. Donc voilà. Pour répondre à votre question sur les audiences, donc en fait, nous nous sommes présentés à la Chambre du Conseil ce vendredi, vendredi passé plutôt, et nous devions normalement plaider sur des questions d'immunité éventuelle d'Ursula von der Leyen, de compétences du parquet européen dans cette affaire, d'intérêt à agir des victimes, et le parquet européen a volontairement saboté l'audience en ne posant pas les actes qui leur incombaient. Donc normalement, la loi leur imposait de fixer une audience au niveau du degré d'appel de cette chambre dans les 15 jours. Et en fait, ils ont attendu plusieurs mois, ont agi en secret. Et en fait, leurs actions ont eu pour effet d'empêcher notre juge de la Chambre du Conseil de juger l'affaire. Et donc, nous, on avait déplacé à peu près 200 personnes, parce qu'on est arrivé à constituer à peu près 1000 victimes dans cette affaire. Et ça n'a pas été très respectueux vis-à-vis des victimes qui sont venues, qui sont des pilotes, des hôtesses qui sont soucieux de la sécurité aérienne. Il y a toute une série de personnes, des gens qui ont perdu leurs proches. Et donc, ça a été un peu une surprise, même pour la présidente, qui n'était pas informée, parce que les éléments n'étaient pas versés au dossier. Et donc, on voit aujourd'hui un parquet européen. Donc c'est une construction d'un parquet fédéral européen qui vise à capter notre droit à la justice, pour être clair, et concentrer le pouvoir judiciaire dans les mains de la Commission européenne. On le voit agir dans un dossier où normalement il n'est pas compétent, il ne devrait pas s'en saisir, et il vient en fait en aide à Ursula von der Leyen pour lui permettre d'échapper aux poursuites. Alors, je rappelais dans mon introduction les détails de ce SMS Gate. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans cette affaire que vous suivez, je le rappelais, depuis le début? Alors, ce qui a, à mon avis, fait consensus à peu près avec tout le monde, c'est la violation des droits fondamentaux, la violation de l'état de droit et l'absence de recherche de biens communs. Donc, on voit vraiment que la Commission européenne, c'est vraiment particulièrement marqué depuis l'arrivée d'Ursula von der Leyen, s'assied complètement sur les droits fondamentaux. Donc, par exemple, on a un droit à la transparence, donc les contrats
contrats d'achat Pfizer, nous avons le droit de les obtenir, le droit de les consulter. Il en va de même pour leur correspondance, donc ça leur plaît peut-être pas, mais en fait, normalement, si Ursula von der Leyen veut agir en ses titres et fonctions officielles, elle doit communiquer de manière officielle. Ça veut dire enregistrer ses communications vis-à-vis de l'extérieur. D'ailleurs, je vous rappelle, parce que c'est pas toujours évident pour tout le monde, mais Pfizer, à mon niveau, c'est un lobby. Donc la présidente de la commission, quand elle interagit avec un lobby, elle doit documenter son interaction avec ce lobby. Et elle est devenue vraiment coutumière du fait de violer tous les textes prévus pour la transparence des institutions. Elle n'enregistre pas ses rapports. Donc par exemple, on a retrouvé des photos qui montrent qu'elle a participé elle-même à une campagne de lobbying un peu malsaine avec une entreprise sulfureuse, payée par Pfizer, sans que ce soit déclaré dans le registre de transparence. Alors, vous avez été vous-même consultant, lobbyiste, je le disais. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette bataille, dans ce bras de fer judiciaire, vous, en tant qu'ancien lobbyiste? Alors, c'est venu de manière un peu surprenante. Donc, d'abord, dans ma ville natale, j'ai été confronté à des opérations immobilières douteuses. Donc, par exemple, le maire de ma ville, qui s'appelait Christophe Collignon, a vendu... donc, c'est un socialiste qui a vendu, en fait, avec les siens, un immeuble public de plusieurs milliers de mètres carrés pour la somme de 100 €. Donc vous comprenez bien qu'il n'y avait aucun autre acquéreur à ce prix-là. Il a vendu à un ami à lui qui était fils de politicien d'extrême droite flamande. Donc comme quoi la gauche et la droite peuvent s'entendre sans aucun problème sur certains types d'opérations comme celle-là. Et donc ça nous avait poussé à comprendre toute la mécanique des droits fondamentaux, comment on peut y porter atteinte, toutes les mécaniques de criminalité en col blanc. Et donc ça a fait qu'un jour, un peu exaspéré par cette situation de ma ville natale, j'ai fini par lire l'intégralité du code pénal dans ce qui n'est pas souvent lu par les avocats. C'est la partie qui concerne les fonctionnaires et les politiques. Donc j'ai lu tous ces articles, c'est un peu surprenant, mais soit c'est une drôle de lecture. Et ça m'a amené un jour, donc je suis allé, vu que je m'occupais de l'aviation et de la formation des pilotes, donc pas du pharmaceutique, hein, c'est assez à côté, j'ai vu une affiche dans le Parlement européen avec la photo d'un cockpit qui présentait un événement à Strasbourg sur la sécurité aérienne. Donc je m'y suis rendu et j'ai vu des hôtesses, des femmes pilotes qui voulaient se faire entendre sur des effets secondaires qui aujourd'hui sont admis, mais à l'époque on ne pouvait pas évoquer, et qui se produisaient en vol. Donc elles, leur inquiétude était la sécurité de leurs passagers. Elles ne voulaient pas voir un crash aérien se produire. Et donc, elles essayaient d'interpeller l'EASA, donc l'autorité de réglementation aérienne, la Commission européenne, l'EMA, et tout le monde faisait porter la responsabilité sur le pilote. Donc, tout le monde était comme irresponsable dans cette situation, ce qui était à proprement parler insupportable. Et les témoignages des femmes étaient très, très touchants. Donc, j'ai été les voir en disant, écoutez, à partir de là, maintenant, ça suffit. Je vais essayer de voir comment on peut vous aider. Et je me suis rendu à une deuxième audition au Parlement européen, qui était celle d'Albert Bourla, parce qu'il y a une commission d'enquête pour comprendre comment... Le PDG de Pfizer. Voilà, tout à fait. Comment on a pu acheter autant de doses à un prix pareil en grevant les caisses publiques à ce point-là. Et donc, j'ai vu un député européen hollandais poser une question... Non pas à Albert Bourla, parce qu'il a eu peur de venir s'expliquer devant les députés. Il a envoyé une subordonnée qui s'appelle Janine Small. Et le député européen a posé la question, mais assez brève, hein, est-ce que votre produit a été étudié pour être antipandémique, donc empêcher les transmissions d'un individu à l'autre? Donc c'était tout l'intérêt normalement d'acheter ce produit. Hein, c'est pour ça que les pouvoirs publics ont justifié des dépenses astronomiques à ce point-là, en disant si vous l'avez fait, donnez-nous les données. Si vous ne l'avez pas fait, admettez-le carrément. Et elle a admis un peu en rigolant, oui, effectivement, on n'a jamais étudié notre produit pour bloquer les contaminations d'un individu à l'autre. Alors à partir de là, pour moi, c'était plutôt intéressant parce que c'est pas un débat de science. C'est pas mon expert contre un autre, c'est pas votre Didier Raoult contre un autre expert qui serait pas d'accord. Non, là en fait, on a le fabricant lui-même qui admet que, vous savez, les droits fondamentaux, on peut y porter atteinte de manière légitime, proportionnée, strictement nécessaire. Ce que ça a démontré, c'est qu'en fait, ces systèmes de passe sanitaire en France qui ont engendré des désastres sociaux, en réalité, c'est des violations arbitraires de droits fondamentaux. Donc tous ces dispositifs, ils reposaient sur l'idée que ce produit bloquait les transmissions inter-individus. Sauf que le politique, lui, qui a rendu ces contrats d'achat secrets, il a caché à la population le fait qu'il sait depuis le début que le produit n'aura jamais cette propriété.
La preuve, c'est que le fabricant n'a même pas étudié pour. Et donc là on a une impression quand même d'escroquerie. C'est de dire, on a expliqué à tout le monde qu'il devait avoir un pass, respecter des mesures. Et en fait, tout ça, c'était en dissimulant les clauses d'un contrat qui, aujourd'hui, si vous essayez de vous le procurer comme journaliste, la Commission européenne va vous refuser l'accès à ce document, ce qui est une honte. Nous, aujourd'hui, on a de la chance, c'est que dans la procédure pénale, on a obligé Pfizer, en fait, à nous produire ces contrats. Donc, et on voit bien que les censures qui ont été appliquées sont des abus de droit, et c'est quelque chose tout à fait illégitime et disproportionné. Donc vous devriez pouvoir voir en fait que depuis le début, on a acheté un produit qu'on vous a vendu comme sûr et efficace, et on vous disait qu'en le prenant, vous alliez protéger les autres. On sait voir que contractuellement, depuis le début, c'est faux. Donc ça veut dire que des politiques ont agi dans un intérêt privé et pas dans l'intérêt de la population. Donc c'est un véritable problème dont on a la preuve en fait au départ de cette audition de Janine Small au Parlement européen. C'est la première fois que quelqu'un de Pfizer avoue publiquement, donc c'est plus contestable, c'était elle le point de contact des États dans les contrats, qu'effectivement il y a quelque chose qui a été promis à la population qui était de l'ordre du mensonge ou de la tromperie. Cette question de l'opacité de la part de la Commission européenne sur ce dossier et sur d'autres, une autre personne a pris la question à bras le corps comme l'un de ses chevaux de bataille. C'est le cas, c'était l'eurodéputé Michel Rivasi que vous avez cité, décédé il y a un an, et qui faisait partie de la commission spéciale Covid-19. Écoutons là, c'était au sortir de sa dernière audition publique à la Cour de justice de l'Union européenne sur la transparence des contrats de vaccins anti-Covid. Il y a eu des incohérences, notamment d'abord que la Commission, quand elle a refusé l'accès aux documents concernant ces contrats, alors que ce soit le prix des vaccins, que ce soit les sites de production, que ce soit les clauses de responsabilité et d'indemnisation, eh bien, ils ne comprennent pas pourquoi la Commission a refusé sans justification. Et ce qui nous a beaucoup surpris aussi, c'est que en cas d'effet secondaire des vaccins, il était normal que les citoyens européens qui se sont fait vacciner, si jamais ils ont des effets secondaires, il faut qu'ils connaissent les clauses de ces responsabilités. Or, ça s'appuie sur une directive européenne et pourtant, la Commission a biffé, a rayé tout ce qui concernait la responsabilité en cas d'effet secondaire. Voilà, vous l'avez dit, il y a eu un bras de fer judiciaire pour pouvoir consulter ces documents, mais on a l'impression quand même que depuis ces propos de Madame Rivasi, décédée il y a un an, il n'y a pas eu énormément de changements et qu'il faut faire face à une forte opacité de la part de cette Commission européenne dans des documents qui seraient d'intérêt public pourtant. Non, je vous rappelle que je pense de mémoire le 16 juillet de cette année, le jour avant la reconduction d'Ursula von der Leyen, qui à mon sens viole les traités, la Cour de justice de l'Union européenne a quand même fini par donner en grande partie raison à Michel Rivasi, donc en jugeant que les censures étaient quand même disproportionnées. La censure de ces contrats a fait en sorte que Michel n'a pas pu exercer son mandat de député comme il se doit. Ça veut dire qu'elle, normalement, aurait pu dire le pass, il est légal ou pas légal en fonction qu'il est légitime ou arbitraire, voilà. Mais vu qu'on ne lui donnait pas accès au contrat, elle ne pouvait pas formellement l'établir. Et donc, j'ai vraiment été choqué du fait qu'elle était demandeur privilégié en tant que député européen. Et la Cour de justice de l'Union européenne a mis des années avant de essayer de prendre une décision. Moi, dans mon cas, en fait, quand j'ai essayé de demander la suspension d'Ursula von der Leyen en disant « elle va interférer avec l'affaire judiciaire et elle va me faire des représailles, donc vous devez la suspendre vu qu'elle est visée par une plainte pénale, enfin une affaire avec constitution de partie civile ». Donc, théoriquement, elle aurait dû être suspendue comme fonctionnaire. Je rappelle, ce n'est pas une politique élue, hein, c'est un fonctionnaire de l'Union européenne qui est désigné par vote du Parlement. Donc, ça n'a rien à voir avec une légitimité démocratique. Et donc, la CJUE m'a jugé à une vitesse fulgurante pour me dire que j'avais aucun intérêt et que en fait, je n'arrivais pas à démontrer mon préjudice. Et donc, toute une série de considérations qui étaient un peu violentes, avec des magistrats qui ont, je l'ai expliqué dans le livre, conclu de manière malhonnête. Ça veut dire que normalement, quand on viole vos droits fondamentaux, il y a une présomption de préjudice. Et le juge qui a pourtant écrit la littérature sur la question m'a écrit dans mon jugement exactement le contraire, m'a dit que je ne l'avais pas démontré. Et donc on a bien vu que la CJUE joue un drôle de rôle pour protéger la Commission européenne, celle devant laquelle le New York Times est allé plaider le 15 novembre, mais quand même, face à l'absurdité de la situation, a quand même dû donner raison à Michel Rivasi.
Vous remettez en question, en cause les instruments judiciaires de l'Union européenne, ce parquet européen, EPPO, European Public Prosecutor's Office, qui, selon vous, est clairement biaisé dans ses prises de décision. En fait, il suffit d'aller lire l'organisation de ce parquet dans le règlement. Ça veut dire que Ursula von der Leyen, elle a un pouvoir de révocation du procureur en chef. Donc, vous comprenez déjà là, le système informatique de l'EPPO, il est fourni par la Commission européenne. Donc, rendez-vous bien compte, quand l'EPPO est intervenu dans mon dossier, une fois que les enquêteurs avaient bien avancé, d'accord, ils ont demandé la transmission du dossier d'instruction au juge, qui normalement est secret, et donc ils ont transmis ce dossier sur l'infrastructure informatique de la Commission européenne. Les moyens financiers qui sont accordés à l'EPPO pour enquêter, c'est la Commission européenne qui lui fournit. Et pour vous dire, dans le passé de Mme Laura Kövesi, qui est le procureur en chef, une Roumaine, elle a fait l'objet d'un contrôle judiciaire en Roumanie pour corruption, pour faux témoignages et pour abus de pouvoir. Nous, dans notre affaire, on peut voir, parce que c'est filmé devant le Parlement, qu'elle a menti à plusieurs reprises. Elle a d'abord menti en disant qu'elle ne trouvait aucun suspect dans cette affaire. D'accord ? Elle l'a fait même à 2 reprises sur Arte, plus au Parlement européen. Et on se dit, c'est quand même marrant, le dossier d'instruction porte le nom Ursula von der Leyen, donc pour ne pas trouver de suspect, si elle ne les trouve pas, c'est que je ne peux pas l'aider à chercher. Hein. Arriver là, ce n'est pas possible. Et elle a aussi expliqué devant des députés européens qu'ils enquêtaient. Nous, quand on a contrôlé le rapport d'activité, on s'est rendu compte que les 35 milliards du contrat ne pouvaient pas figurer dans le montant total des enquêtes de l'EPPO, parce qu'il était inférieur à ce montant, la totalité des enquêtes. Et donc, plus tard, elle a fini par avouer qu'elle n'avait posé aucun acte d'enquête après 2 ans, ce qui est quand même un peu violent. Et on a aussi découvert qu'elle n'a jamais officiellement signalé, Mme Kövesi toujours, à la Commission européenne, qu'il y avait une enquête sur un membre de la Commission. Pourquoi ? Parce que si elle l'avait officiellement signifié à la Commission, ils auraient été tenus, en vertu du code de bonne conduite des commissaires européens, de suspendre Mme von der Leyen. C'est l'héritage de la commission Santer. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, avec Édith Cresson qui avait engagé son amant. Il y a eu toute une série de scandales financiers. Et la commission Santer avait été intégralement censurée. Ça a donné lieu à des enquêtes, toute une série d'examens internes. Et ça a créé le code de bonne conduite des commissaires européens. Et aucune forme d'immunité ne saurait Alors, on a une actualité récente avec Didier Reynders, qui est le commissaire européen à la justice dans la commission von der Leyen 1. Donc, c'est un Belge, donc on le connaît assez bien. Didier Reynders, il y a quelques jours, vient d'être perquisitionné par la police judiciaire belge pour une suspicion de blanchiment d'argent en utilisant des tickets de loterie. On a bien rappelé, la Commission aussi, c'est aussi l'avis des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. L'immunité des membres de la Commission européenne, c'est une immunité qui est fonctionnelle. L'immunité d'Emmanuel Macron, elle est personnelle. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron pourrait faire ce qu'il veut, brûler votre voiture s'il a envie, vous ne pourriez pas le poursuivre, d'accord ? Il n'est pas touchable. Par contre, un membre de la Commission européenne, il doit agir dans le cadre de ses fonctions. Et ça veut dire aussi en qualité officielle et dans l'intérêt de l'Union européenne. Donc, ne serait-ce que le fait de dire « je vais contourner le système de correspondance officielle pour échanger de manière secrète avec un lobby et son PDG, Albert Bourla », en fait, à partir du moment où on fait ça, on n'agit déjà plus en fonction officielle, parce que c'est secret. Et donc, on ne peut pas considérer qu'Ursula von der Leyen a une quelconque immunité dans cette affaire. Alors, malgré cette affaire, donc le 18 juillet dernier, Ursula von der Leyen a été réélue pour un second mandat de 5 ans à la tête de la Commission de l'UE. Elle a obtenu 401 voix sur les 720 eurodéputés. La question qu'on se pose quand même, c'est pourquoi bénéficie-t-elle toujours d'un tel soutien au sein du Parlement européen ? Les élus européens sont des représentants du peuple. Pourquoi ne prennent-ils pas à bras le corps cette question et ne mettent pas sa responsabilité en face ? Alors, vous devriez... C'est parce que vous avez peut-être une vision naïve. Donc, d'abord, elle n'est pas élue. Comme je vous le rappelais, elle est désignée. Donc, la sémantique ici est importante. Mais c'est le poids des lobbies aussi. C'est-à-dire que les députés européens, généralement, vous savez, il y avait un site web qui a disparu aujourd'hui, qui a été remplacé par How They Vote, mais avant, c'est Vote Watch, qui faisait des statistiques de dissidence des députés européens par rapport au vote du groupe. Et en fait, vous pouviez constater que statistiquement, les députés européens s'alignent
quasiment systématiquement sur l'opinion de leur groupe. Ça veut dire qu'ils reçoivent une consigne d'un président de parti et qu'ils ne votent pas librement dans ce qu'ils estiment être le choix de l'électeur. Ils vont voter en visant ce qui est choisi par le parti. C'est pour ça que vous parlez de désignation, parce qu'officiellement, on a bien, du moins, affaire à un vote, mais il y a des consignes de partis, de groupes. Vous savez, dans une école, par exemple, chez nous, au niveau local, le conseil communal ou conseil municipal pour vous, il vote aussi pour le fait d'engager une institutrice dans une école locale qui dépend de la commune, mais c'est pas une élection d'un professeur, c'est une décision du collège ou du conseil communal de voter pour la désignation. Et donc ici c'est pareil, c'est-à-dire que Ursula von der Leyen, encore une fois, ce n'est pas un politicien, c'est un fonctionnaire. Et donc en fait, il y a un vote du Parlement européen, on lui propose des candidats et il dit « voilà celui que je veux désigner à ce poste de fonctionnaire ». Donc c'est pas un système réellement électif. Mais donc ce que vous devez voir là-bas, c'est que la décision publique, dans la vie quotidienne d'un parlementaire européen, vous n'existez pas. Donc en fait, c'est présupposé que ce sont les politiques qui vous représentent. Mais dans la matérialité de leur vie quotidienne, il y a tous les lobbyistes qui sont là. Il y a la pression des lobbies, il y a les avantages qu'on donne qui sont divers et variés, il y a le revolving doors où en fait c'est une espèce de corruption différée. Donc je vais vous promettre pour plus tard, dans 6 mois ou dans 1 an, un salaire qui va être 3 fois ce que vous pourriez toucher ailleurs, à condition qu'aujourd'hui vous fassiez ce que je vous demande. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal, plus le financement des partis politiques, ce qu'on appelle des groupes européens qui ne sont pas tout à fait des partis. Et donc il y a beaucoup d'intérêts financiers pour les politiques, leurs proches, plus la pression sociale, donc en fait on voit bien que c'est pas un système qui fonctionne comme la théorie qu'on nous apprend sur la démocratie. C'est pas simplement des députés représentants du peuple. Il y a réellement un trafic d'influence qui s'y opère. Et pour Ursula von der Leyen, elle a quand même derrière elle le lobby pharmaceutique, le lobby des données, le lobby de la défense. Donc vous la voyez, moi ça me frappe quand même, pour vous dire, dans sa communication. Presque un message sur 2 quand elle communique, c'est pour nous dire qu'elle va donner des milliards à quelqu'un ou à quelqu'un d'autre. Donc elle va donner des millions là-bas, il lui faut de l'argent pour la défense, elle veut envoyer des armes. Et donc en fait, tout est basé sur la dépense publique à nos frais. Donc c'est quand même assez sympathique. Et en fait, c'est pas perdu pour tout le monde. Ça veut dire qu'en général, même le fonds de relance Covid de l'Union européenne, on voit que ces fonds disparaissent, financent des lobbies, financent des industriels. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est une espèce de spoliation générale de tout le monde. Ça veut dire qu'ils vont c'est finalement des dépenses qu'on payera soit par l'impôt, donc ils prendront directement notre argent, soit par la dévaluation de la monnaie, par l'impression monétaire. Donc ils vont nous dire, voilà, on crée de la dette publique, ex nihilo, la BCE nous imprime de l'argent, et c'est une redistribution de richesse anormale qui va dans la poche des plus proches des commissaires européens, et ça se fait au détriment de la population. Dans le SMS Gate, Ursula von der Leyen n'a produit aucun des SMS qu'on lui demande depuis des années. Elle ne s'est présentée à aucune audience et n'a comparu personnellement devant aucun tribunal. Est-ce qu'il n'y a vraiment aucun moyen extérieur à l'Union européenne de la contraindre à répondre des accusations ? Alors, nous, vous savez, on a pris un contre-pied assez intéressant qui était de dire elle ne veut pas les fournir. Elle dit qu'elle ne les a plus. La Commission a reconnu qu'ils ont existé. Donc, à partir du moment où quelque chose existe puis n'existe plus, c'est qu'on l'a détruit. C'est une logique assez simple. Donc, c'est en droit belge, vous savez, donc en gros, moi j'ai demandé la copie de ces SMS, on ne me les a pas fournis. Donc, s'ils existent toujours et qu'on ne me les donne pas, c'est une atteinte arbitraire aux droits garantis par la Constitution, c'est passible de peine de prison. Si on les a détruits et donc on ne peut pas me les donner, en droit administratif, c'est OK, il suffit de me le dire, voilà, on ne les a plus. Mais à ce moment-là, en fait, c'est une destruction de documents administratifs, c'est passible de peine de prison. Et donc moi, en fait, peu importe la vérité de Mme von der Leyen, je crois que celle qu'on commence à voir aujourd'hui, avec tous nos travaux, c'est que Albert Bourla détient toujours ces messages. Il refuse de les communiquer à la justice, ce qui est un premier problème d'obstruction à la justice. On voit que Mme von der Leyen semble ne pas les avoir, ou ne plus les avoir, et donc ça veut dire que la destruction, elle est quand même là aujourd'hui. Donc c'est simultanément, on pourrait les obtenir et considérer qu'elle les a détruits. Dans votre livre, vous évoquez plusieurs autres affaires de compromission. Il ne s'agit pas uniquement de cette affaire SMS Gate. C'est pour ça que le titre du livre Ursula Gates au pluriel interpelle. Vous parlez de Microsoft notamment, vous parlez de Bill Gates. Alors,
Bill Gates, le milliardaire qu'on connaît tous, nourrit beaucoup de fantasmes, on le sait. Les fantasmes qu'il nourrit peuvent composer parfois avec du complotisme, mais finalement, ces fantasmes font presque oublier qu'il mène une véritable opération de lobbying très active dans des institutions comme l'Union européenne, sous couvert de philanthropie. C'est ce que vous appelez dans le livre la klepto-philanthropie. À quel degré est-ce qu'un personnage comme Bill Gates a pu s'immiscer dans le fonctionnement de l'UE? Alors, il faut comprendre que d'abord, la fondation Bill et Melinda Gates, au sens du droit européen, c'est un lobby. C'est un lobby qui lui a permis de blanchir sa réputation qu'il avait dans l'informatique, qui était quand même pas très glorieuse. Donc, c'est par coup de communiqués de presse et de campagnes de relations publiques qu'il a pu reconstruire une image qui était positive chez nous, mais tous ceux qui ont le track record savent bien qu'aux États-Unis, ça a été assez sulfureux. Et je vous rappelle d'ailleurs que dans le média, avant la crise Covid, donc on appelle ça in tempore non suspecto, vous aviez présenté un livre, je crois que c'est de Lionel Astruc, que j'ai cité dans le livre. C'était très intéressant pour montrer qu'en fait, c'est une couverture, cette pseudo-philanthropie. Il réalise des investissements dans la malbouffe, dans l'industrie de l'armement, dans des produits pharmaceutiques, mais avec des pratiques douteuses qui finissent par créer des scandales sanitaires. Et tout ça en quête de profit. D'ailleurs, c'est ce que je peux montrer vers la fin, c'est qu'au final, on a l'impression que c'est de la philanthropie. Mais quand on regarde le résultat financier de son trust, et il n'y a pas que le sien, parce qu'il y a aussi le Wellcome Trust, qui est un autre lobby majeur de cette crise qui est intervenu, on peut se rendre compte que leurs dépenses charitables n'augmentent presque pas durant la crise ou diminuent pour le Wellcome Trust. Mais par contre, le patrimoine de leur trust gagne des dizaines de milliards à l'occasion de la crise. Donc c'est très intéressant de voir qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est forcer les pouvoirs publics à faire de l'engagement budgétaire, mais à leur donner leur argent. Donc c'est l'argent public qui va directement dans les caisses de la philanthropie et ils nous disent en tout cas qu'ils les utiliseront mieux que nous et que les pouvoirs publics. Donc à ce niveau-là, on voit quand même qu'il y a une réalité comptable. D'ailleurs, moi, je ne m'explique pas vraiment pourquoi cette fondation qui est défiscalisée aux États-Unis, parce que c'est une fondation caritative, pourquoi elle continue à avoir des partenaires d'investissement dans les îles Caïmans. Donc moi, si quelqu'un arrive à me l'expliquer, c'est pas à des fins fiscales. Alors pourquoi ont-ils, alors que ce sont des Américains, ils ont New York, Wall Street, on va pas m'expliquer qu'on est obligé de passer par les îles Caïmans pour investir de l'argent. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont ces partenaires dans ces paradis fiscaux? Donc c'est une première chose qu'il faut voir. Et au niveau de l'emprise qu'ils ont sur les institutions européennes, ça tient essentiellement déjà à la masse d'argent à leur disposition. Ça veut dire qu'ils peuvent financer qui ils veulent, comme ils veulent, des ONG, aux campagnes de presse, aux événements de networking, aux avantages pour les politiques. Et donc, il y a un véritable problème qui vient d'une nouvelle lutte des classes. C'est-à-dire qu'on a des lobbies qui sont devenus beaucoup trop riches, et des pauvres qui sont devenus beaucoup trop pauvres pour défendre leurs droits. Et donc, en fait, les riches sont en train d'acheter le contrôle de la décision publique. Donc c'est véritablement devenu problématique. Et donc, on a des lobbies qui sont devenus des industries du trafic d'influence. Et nous, les citoyens, en fait, on n'a plus de réelle représentativité matérielle là où se prend la décision. Par contre, on subit cette décision. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit que nos élites sont déconnectées? En fait, c'est parce que la prise de décision est déconnecté de celui qui subit les conséquences de la prise de décision. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont irresponsables, en général, et se comportent de plus en plus comme des irresponsables. Donc, ils ne nous rendent pas de compte parce que eux ne subissent pas ces conséquences. Donc, ils ne concourent plus au bien commun et à défendre nos intérêts. Dans la continuité du SMS Gate, il y a eu aussi un scandale autour des données de santé. Je parlais de Microsoft notamment. L'entièreté des GAFA, vous le dites, à son rond de serviette au sein de la Commission européenne. Est-ce qu'on n'a pas un problème de réglementation actuellement en matière de lobbying qui rend perméable l'Union européenne donc à l'entrisme de ces lobbies? Je dirais que la première chose, déjà, ce serait de respecter les règles existantes. C'est-à-dire qu'on voit Ursula von der Leyen, dans les données, par exemple, elle a rencontré Palantir, qui est un fournisseur de la CIA, sans documenter son rendez-vous alors qu'elle en a l'obligation. Pour vous dire, donc on a des lobbies qui sont financés par la Commission européenne qui ne sont pas déclarés dans le registre de transparence. Donc là, on voit bien qu'il y a un premier problème. Et donc, moi, je raconte l'anecdote assez amusante concernant Microsoft.
qu'un lobby pharmaceutique m'a invité par erreur ou par accident, je ne sais pas. Et j'étais justement en train de discuter avec des journalistes d'investigation pendant la crise Covid en disant que vous voyez bien qu'ils violent nos droits fondamentaux. Pourquoi est-ce que vous, la presse, vous n'allez pas infiltrer ces lobbies là où ils se trouvent, un peu comme peut le faire Élise Lucet par moment. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas dans les événements? Et donc j'ai décidé de le faire à la place des journalistes. Et donc j'ai pu assister par exemple à ce qu'on appelle le European Health Summit, une édition où en fait les industriels du pharmaceutique et les géants de la data étaient en train de discuter ensemble de comment ils allaient numériser nos dossiers de santé. Donc avant, c'était votre médecin qui avait votre dossier de santé. Comment ils allaient capter toutes ces données de santé de tous les citoyens de l'Union européenne. Alors, il faut aller trouver une excuse, il faut le faire pour le bien. Donc, on dit que c'est pour chercher des maladies rares via de l'intelligence artificielle. Et j'étais assez frappé de voir que dans la salle, il y a comme une personne un peu naïve qui a posé une question en disant « Mais comment allez-vous réglementer l'accès à ces données ?» Parce que c'est les données des Européens. Et donc là, les lobbies disaient oui, mais c'est pas vraiment important de s'en occuper maintenant. Il y a des questions de confidentialité qui semblaient ne pas importer plus que ça. Alors, à l'époque, je le vois pas très bien, mais j'ai fini par retrouver le financement de cette organisation. Et on voyait que dans leurs sponsors, il y en avait plusieurs, mais on retrouvait Pfizer et Microsoft. Et Microsoft, ce qui est drôle, c'est que j'ai pu découvrir plus tard que... D'abord, ils finançaient cet événement, mais en plus, j'ai vu l'intervention d'un politicien français. C'était l'objet de ma prochaine question. Vous connaissez mieux que moi, mais oui. Moi, il ne m'intéressait pas beaucoup à l'époque, parce que ce n'est pas vraiment mon pays, mais je vois arriver Olivier Véran, qui explique que la France a passé un contrat avec Microsoft pour stocker les données de santé des Français. Ancien ministre de la Santé d'Emmanuel Macron. Exactement. Et donc, on voit en fait tout l'intérêt d'organiser... Parce que les gens ne se rendent pas compte que des politiciens comme Olivier Véran côtoient des lobbies et participent à des événements de lobbying au quotidien. C'est ça la réalité. Donc, vous, ils ne viennent pas vraiment à votre contact dans la rue, mais par contre, ils participent bien avec ces industriels à des soirées avec des petits fours et on s'entend et on se parle. Et donc là, on voyait quand même que cet événement sponsorisé par Microsoft faisait intervenir un politicien qui a concouru à rencontrer les intérêts de Microsoft. Donc c'est assez dérangeant. Et donc moi, quand j'ai vu l'actualité en France disant que Olivier Véran allait devenir lobbyiste, ça m'a un peu fait rire au début. Parce que je me suis dit que c'est pas vraiment étonnant. Mais en plus de ça, j'ai eu quasiment le sentiment immédiat que ça allait être lié au lobby dans lequel je l'avais retrouvé. Ça veut dire les données de santé, l'intelligence artificielle. Et c'est finalement ce qu'il a fini par laisser entendre dans la presse. Donc, et donc je ne serais pas étonné à l'avenir de le voir avec des clients comme Pfizer et Microsoft. Justement, Emmanuel Macron, on le sait, est assez proche de ce monde du lobbying. On connaît aussi les collusions avec le cabinet McKinsey. Est-ce qu'on retrouve une grande part à la fois de politiciens ou d'experts français dans ces lobbies dont vous parlez dans votre livre? Oui, on retrouve des gens de toute l'Union européenne et de tous les lobbies qui ont l'argent pour être là. Donc, et puis on y voit des politiciens français, on en voit d'autres pays. Donc c'est assez évident que vous avez une représentation qui est proportionnelle à votre population en général. Alors la preuve que ce SMS Gate dont nous parlions n'est pas tout à fait un coup d'essai pour Ursula von der Leyen, c'est qu'elle a été auditionnée par le Bundestag en 2020 dans une autre affaire qui remonte à l'époque où elle était ministre allemande de la Défense. Les parlementaires allemands lui demandaient déjà de produire des échanges de SMS, cette fois-ci avec des dirigeants d'un organisme de conseil auprès duquel son ministère avait passé un contrat de 200 millions d'euros. On regarde un extrait d'un sujet de nos collègues d'Euronews à ce sujet. Ursula von der Leyen sur le grill ce jeudi. Ce n'est pas la présidente de la Commission européenne, mais l'ancienne ministre allemande de la Défense qui était auditionnée par une commission d'enquête au Bundestag. En cause, de juteux contrats attribués à des consultants extérieurs au cours de son mandat entre 2013 et juillet dernier. Pour cet élu de la gauche radicale, le scandale est manifeste. Il est à présent évident qu'il n'y a pas eu de règles claires sur la façon dont ces consultants extérieurs devaient être déployés et surveillés afin d'éviter que les choses n'échappent à tout contrôle. Le résultat, comme vous le savez, c'est qu'il y a eu toute une série de violations des règles. Des questions de relations personnelles ont influencé les décisions et le mot népotisme est dans tous les esprits. L'effacement des données d'un des téléphones portables de l'ancienne ministre a alimenté les soupçons. Mais elle assure que cela a été fait après la restitution des appareils sans qu'elle en soit informée.
Une trentaine de témoins ont été entendus par la commission parlementaire qui doit rédiger ses conclusions. Mais là encore, l'infortunée von der Leyen avait égaré, je mets entre guillemets, c'est le mot qu'elle avait employé à l'époque, les textos en question, arguant que ceux-ci avaient été effacés de son téléphone professionnel lorsqu'elle l'a restitué au ministère avant de s'envoler donc pour Bruxelles. Frédéric Baldin, est-ce qu'on est dans le profil de von der Leyen dans une espèce de continuité? Moi, je dirais même que c'est un mode opératoire criminel à la fin, parce qu'on voit bien que ce qu'elle a fait là-bas, pour vous dire, elle a amélioré son mode opératoire, parce qu'en arrivant à Bruxelles, la première chose qu'elle a fait, c'est demander à avoir un domicile dans un appartement qu'on lui a construit à l'intérieur de la commission, enfin du bâtiment de la commission, au Berlaymont. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand elle n'a pas d'immunité, pour que la police arrive à la perquisitionner, il faudrait que la police traverse la commission, ce qu'elle ne peut pas faire. Et donc en fait, avant de faire entre ces deux scandales, celui de l'Allemagne, McKinsey, et celui de Bruxelles, elle a d'abord cherché à s'exempter du risque de perquisition à son domicile. Donc on voit bien que c'est un mode opératoire au final, et qu'elle ne répond à rien, qu'elle ne veut se présenter nulle part. Donc moi par exemple, je suis encore choqué aussi de voir, ça a été, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, c'était une photo que j'ai mis dans le livre, mais beaucoup de gens ont relayé en fait une campagne de lobbying où on voyait un slogan qui était « Science will win ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de comment a démarré la première guerre du Golfe, mais en fait, on a la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington qui est venue aux États-Unis faire un faux témoignage, donc se faire passer pour une infirmière qui a vu l'armée irakienne tuer des bébés, détruire des couveuses. Et on a fait un documentaire après qui s'appelait « Comment vendre une guerre ». Et le lobby qui a préparé ce faux témoignage s'appelle Hillel Knowlton. Et ce qu'on a vu en 2021 de mémoire, c'est que Ursula von der Leyen s'est fait la complice, donc a porté le message d'un cabinet de lobbying payé par Pfizer. Et il s'agissait de Hillel Knowlton, un cabinet vraiment sulfureux. Et comme je le disais, rien n'a été documenté. Donc ça veut dire que Pfizer avait un objectif, c'était de vendre le plus de produits possible. Hillel Knowlton a été payé pour justement pervertir le mot science. Donc c'est de faire en sorte que vous ayez une croyance quasiment religieuse une fois que le mot science vous est évoqué. Mais en fait, ils ont perverti le mot science et ils ont en fait excommunié toutes les personnes qui étaient opposés à la propagande ou au narratif de Pfizer. Ce qu'ils ont appelé un storytelling, ou créer la foi en Pfizer pour que Pfizer ait de la réputation et soit convaincant. Et toutes les personnes qui ont dit le contraire ou se sont opposées, on les a vraiment dénigrées, presque comme dans le temps. Hein, les croyants pouvaient ostraciser des personnes qui étaient non-croyantes. Hein, donc c'était assez violent. Et on voit que ce cabinet de lobbying a choisi Ursula von der Leyen pour faire porter son message. Et donc, elle a activement contribué, notamment en ciblant les enfants, alors que ce n'était pas leur intérêt de santé. Et donc, là, on voit que, très clairement, plutôt que de gérer les affaires européennes de manière indépendante, ce que prévoient les traités, elle doit normalement, les commissaires doivent défendre l'intérêt de l'Union sans être inféodés ou sous les ordres ou subordonnés à des lobbies ou des entités tierces. Et ce qu'on voit là, c'est qu'en fait, elle est quand même tout à fait subordonnée à Pfizer et au lobby. Alors, illustration de ce que vous venez de dire dans le livre, vous parlez d'ailleurs d'infiltration des médias, notamment par des lobbyistes présentés comme experts, une pratique qui s'est développée pendant la crise Covid, mais qui existait depuis bien plus longtemps. Vous écrivez, page 107, ils sont généralement là pour piloter la prise de décision ou l'influencer, servir de caution ou d'autorité morale dans le cadre de campagnes de relations publiques. Est-ce qu'on est finalement dans une espèce de frontières un peu floues entre l'expertise et des jeux d'intérêt que le grand public ne maîtrise pas finalement? Tout à fait, donc ça dépend comment on présente la personne en face de vous. Est-ce qu'on vous indique quels sont ces conflits d'intérêts par exemple? Si on prend l'exemple de Peter Piot, que je cite, c'est un baron belge qui est choisi par Ursula von der Leyen et par la Commission comme conseiller. Donc il est conseiller de la Commission et conseiller spécial d'Ursula von der Leyen. Et on vous dit qu'il est pris à titre personnel, donc en fait détaché de ces conflits d'intérêts, et donc le fait de l'écrire aurait pour effet de supprimer ces conflits d'intérêts, alors que tout le monde comprend que c'est faux. Il est indépendant ou il n'est pas indépendant. Et en fait, en même temps que d'être le conseiller de la Commission, il est le lobbyiste payé par un des principaux lobbies de la crise, la fondation Bill et Melinda Gates. Donc c'est un conflit d'intérêts ouvert et majeur, mais au sein des institutions européennes, c'est à peu près
une pratique courante. C'est-à-dire les conflits d'intérêts, c'est légion. On peut avoir des gens qui sont dans le privé, dans le public presque en même temps. Et il y a véritablement des personnages qu'on vous présente dans le débat public comme étant des experts d'une thématique, mais en fait, ils sont plutôt des lobbyistes, leaders d'opinion, là pour vous influencer. Et comme je le disais, en fait, ils sont là pour essayer d'exercer une forme d'autorité morale sur vous, en vous disant, en vous réduisant à quelqu'un de bête, en vous disant, vous n'êtes pas un expert, vous n'avez pas le droit de vous exprimer ou d'avoir des opinions, parce qu'en fait, c'est à l'autorité de morale de vous dire ce que vous devez penser. Alors, juste toute dernière question, j'ai été frappé par le peu de couverture médiatique, du moins dans les médias mainstream à grande échelle, à la fois de votre plainte et de la sortie de votre livre. Comment l'expliquez-vous, Frédéric Baldan? Alors, d'abord, je vous remercie d'informer, parce que au final, c'est pas tellement mon problème à moi d'être entendu. C'est un problème pour le public d'avoir accès à l'information. C'est pour ça que les médias sont là, c'est leur mission, c'est pour ça que les journalistes ont parfois des avantages, et on a besoin d'une pluralité d'opinions, une pluralité de médias, et justement éviter la censure. Alors je pense que ça tient à plusieurs choses. Il y a notamment le fait qu'ils ont peur de la Commission européenne et des manœuvres de rétorsion. Comme je vous ai dit, moi j'ai été radié assez rapidement, alors que les textes ne permettent pas de le faire. Donc c'est bien. Normalement, j'étais couvert par la directive lanceurs d'alerte, raison pour laquelle j'étais protégé un peu par Michel Rivasi, qui se souciait de la cause des lanceurs d'alerte. Et au final, j'ai quand même été radié. Donc c'est sûr que c'est dissuasif pour un grand nombre de personnes. Et il y a un problème avec la subvention massive des médias, donc des médias de trop grosse taille, même ceux des milliardaires en fait, qui au final prennent l'argent du contribuable pour exister. Et donc au final, ils sont dépendants de ces sommes. Ou des simili-médias comme Politico. Alors, Politico, je crois que c'est encore mieux. C'est-à-dire que Politico, vous pensez que c'est un média, d'accord ? C'est abusivement présenté comme un média, mais c'est un cabinet de lobbying. Donc, si vous allez regarder la Banque Carrefour des entreprises belges, vous regardez le code d'activité économique de Politico, c'est une entreprise de conseil en communication et en relations publiques. Donc, ça veut dire le même boulot que M. Véran. C'est une entreprise de lobbying qui a un produit qui ressemble à un journal, mais qui est juste un média qui transporte de l'information. Et donc, ce qu'ils font, ce n'est pas du journalisme. C'est de l'influence publique. Donc, c'est différent de ce que vous faites comme métier. Donc, il ne faut pas vous comparer à Politico, si je peux. Merci beaucoup, Frédéric Baldan. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir parlé de l'influence des lobbies donc, à la Commission européenne.